pour faire une suite à notre campagne de vaccination en région de Bruxelles-Capitale. Cette campagne a commencé donc dans les maisons de repos, les hôpitaux, pour ensuite faire une vaccination de masse dans les centres de vaccination. Ces centres vont continuer évidemment, mais on prévoit déjà à la fin de l'été la fermeture de quelques-uns pour privilégier de plus en plus une vaccination locale ciblée des dernières personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner ou qui ne sont pas encore ou qui ont changé d'avis dans le courant de la campagne. Wij gaan deze presentatie gaat gebracht worden door verschillende mensen. We gaan zowel in het Nederlands als in het Frans spreken, met misschien iets meer in het Frans, maar toch ook in het Nederlands. Dus laat zeker weten als u van iets een detail in de andere taal wenst te weten, dan zorgen wij daar absoluut voor. Le webinaire est également enregistré et sera disponible par après sur YouTube, hein, mais vous recevrez sans doute le lien via les canaux habituels. Voilà, commençons par l'agenda d'aujourd'hui. Donc, après l'introduction, on aura une petite explication sur le processus d'inscription, le processus pharmaceutique, et vous avez déjà une belle vue sur la pharmacie du centre de vaccination d'Anderlecht. Bonjour les gars. Généralement, il y a du Mozart au background, donc je sais que vous aimez la musique classique comme moi, donc je suis avec vous de toute façon. Après ce processus pharmaceutique, notre cher collègue, votre cher confrère plutôt, docteur Pierre-Louis Dedon va expliquer et répéter probablement pour la plupart d'entre vous l'enregistrement en Vaccinet Plus. Et nous donnerons après chaque petit chapitre le temps et l'occasion de poser des questions. Nous voudrions faire vraiment de cette campagne de vaccination en cabinet de médecine, du médecin généraliste ou en maison médicale un grand succès. Alors, en quoi consiste-t-il? Juste quelques points qui seront répétés et vraiment spécifiés par la suite. We hebben twee manieren om u de vaccinatie toe te laten. Enerzijds kan u geleverd worden, dat gebeurt door Medista, of u kan zelf in een vaccinatiecentrum of in de Hub Botaniek de verschillende vials of voorgevulde spuiten gaan afhalen. Dus dat betekent dat we zowel vials als opgetrokken spuiten ter beschikking stellen. Il s'agit de deux sortes de vaccins, du J&J, unidose, ou du Pfizer. Alors, juste pour que le cadre soit bien déterminé, il s'agit donc le public visé et ce sont tous les généralistes et les maisons médicales qui ont donc leur exploitation, qui ont donc leur cabinet en région de Bruxelles capitale. Pour les patients que vous allez vacciner, on ne va pas faire la différence entre les patients qui habitent à Bruxelles ou ceux qui habitent juste en dehors de Bruxelles. On considère que vous vaccinez votre patientèle et donc pas du tout, il n'est pas besoin donc de faire la différence, même si dans les centres de vaccination et dans les vaccinations mobiles, nous privilégions quand même les Bruxellois. Mais donc, on n'a pas voulu faire cette distinction pour la vaccination en cabinet médical. Alors, l'approvisionnement, comme dit, une collecte en vial. 3 lieux ont été choisis, soit Woluwe-Saint-Pierre, au centre de vaccination de Jolibois, soit à Anderlecht, au centre de vaccination du RSCA,
soit au hub botanique, comme le nom l'indique, hein, donc c'est près du botanique. Donc, c'est un lieu centralisé. On a voulu donner vraiment une répartition géographique sur Bruxelles. Vous ne pourrez pas donc réserver uniquement les viales et les seringues, mais également aussi, enfin, on vous livrera aussi le matériel de préparation et injection, plus les cartes de vaccination. Pour la collecte, je pense que ma collègue Stéphanie va le préciser par après. Pour la collecte, évidemment, n'oubliez pas d'apporter du matériel pour garder les seringues et les viales à la bonne température, évidemment. Une deuxième possibilité pour vous, hein, c'est la livraison en direct dans votre cabinet, une livraison par le transporteur Medista que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc, uniquement pour les J&J et Pfizer. Là, par contre, ce sera uniquement en vial, donc pas en seringue pré-remplie, pour une question de péremption des seringues. Évidemment, Medista, la responsabilité de Medista du suivi de la température va jusqu'à la porte du cabinet. Et puis, c'est évidemment au médecin d'être responsable pour la gestion de la température. Donc, les variables sont collecte ou livraison, le lieu de collecte, le type de vaccin, plutôt, en vial ou en seringue pré-remplie, et vous aurez un mail de confirmation qui vous sera envoyé. De registratie gebeurt in Doctena. Kurt gaat dat later nog uitleggen. En de volledige flow, de organisatie van alle collectes, van de juiste data en de juiste uren dat u ze gaat ophalen, wordt verzorgd door de equipe van Sonja, die u dat gaat toesturen. We hebben een aantal limieten toegesteld voor het afhalen van de spuiten. We hebben geen aantal spuiten als limiet gezet, maar u moet uiteraard rekening houden dat die spuiten maar een aantal uren gaan goed zijn. Hè, dus dat u ze binnen die tijd moet kunnen administreren. Een zeer goede organisatie is daarom echt nodig. En vial, par contre, pour la collecte, on dit maximum 3 viales par jour de collecte par médecin. Hein. Pour la livraison, par contre, il n'y a pas de limite vraiment, mais là aussi, évidemment, ça doit se situer dans les normes d'un nombre de viales raisonnable. Les créneaux d'horaire sont marqués. Ce sont des créneaux d'horaire assez limités pour l'enlèvement et la collecte. Ce sont des créneaux d'horaire assez limités pour la simple raison que le centre de vaccination doit quand même pouvoir gérer ce flux supplémentaire. Alors, je passe la parole à ma collègue Stéphanie qui va vous expliquer quelques rôles et responsabilités et bonnes pratiques. Bon. À toi la parole, Stéphanie. Bonjour à tous. Alors oui, commençons par le rôle et les responsabilités des principaux acteurs de ce projet. On a tout d'abord la COCOM, qui, en tant qu'entité fédérée organisatrice de la campagne en région bruxelloise, est responsable de définir le protocole opérationnel conformément à la stratégie globale et puis en concertation évidemment avec les entités politiques, avec les organismes régulateurs, voilà, le cabinet, le commissariat, la FMPS et encore d'autres. On a aussi la FAMGB, BHAK et la Fédération des maisons médicales qui sont ici comme représentants, relais de confiance. Ils apportent un support à la préparation du projet et communiquent au sein de leur réseau. Et puis donc, sont là aussi pour faire des actions de sensibilisation et de promotion de la santé avec portée régionale.
On a aussi, comme l'a expliqué Karen, les points de délivrance, donc soit le hub botanique, soit les centres de vaccination, qui eux sont chargés donc du stockage et de la délivrance des vaccins et du matériel associé, conformément aux bonnes pratiques pharmaceutiques. Après, on a donc les médecins vaccinateurs, donc qui sont soit en cabinet individuel, soit en pratique de groupe ou en maison médicale. Voilà, ils ont aussi énormément de responsabilités en s'engageant dans ce projet. Notamment tout ce qui est sensibilisation et promotion de la santé publique, mais là, du coup, à portée plutôt locale et de proximité. Ils sont aussi chargés de la planification des séances de vaccination. Ils sont garants des conditions de conservation des vaccins à partir du moment où ils en prennent possession, donc à la signature du bon d'enlèvement ou de livraison. Tout ça conformément effectivement aux bonnes pratiques et aux SOP en vigueur. Ils sont évidemment garants du respect des protocoles de préparation et d'administration des vaccins. Ils sont chargés de faire l'enregistrement des vaccinations et ça, effectivement, on le verra un peu plus tard dans la présentation, comment ça se fait. Et puis, il y a aussi le contrôle et la signalisation des déviations de température, des non-conformités qui mettraient donc en péril la vaccination ou qui reporteraient en tout cas la vaccination. Et ils sont chargés du suivi, de la signalisation des effets secondaires. Et le cas échéant, pourrait apporter un appui à l'édition des certificats de vaccination pour leur patientèle. Alors maintenant, passons aux règles d'or et aux bonnes pratiques, en commençant par les données de stabilité des vaccins. Comme l'a dit Karen, on va se focaliser sur le vaccin Comirnaty de Pfizer ou le vaccin Johnson de Johnson Johnson. Alors, la grande particularité du vaccin Comirnaty est que donc il se conserve 31 jours au réfrigérateur, donc entre 2 et 8 degrés après la décongélation et avant la reconstitution. Mais évidemment, ça, c'est la durée de vie totale au réfrigérateur. Dans ce cas-là, la durée de vie restante au moment de l'enlèvement ou de la livraison sera plutôt de 15 jours maximum. C'est aussi le temps de conservation maximum qu'on tend à donner aux médecins dans les cabinets. Ce vaccin donc se dilue, on aura plus de détails plus tard grâce à notre expert pharmaceutique. Mais une particularité aussi, c'est la conservation des seringues à température ambiante entre 9 et 25 degrés, qui n'est que de 6 heures. Pour le vaccin Johnson, un peu plus facile, on va dire, pour la préparation. Celui-ci ne nécessite pas de dilution. Il se conserve 3 mois au réfrigérateur après décongélation, mais comme on l'a dit tout à l'heure également, ça ne veut pas dire que vous aurez encore une durée de vie de 3 mois à la réception. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous recevez les vaccins de regarder la date de péremption. Voilà, et la particularité de ce vaccin, c'est que à température ambiante, les seringues préparées ne se conservent que 3 heures et 6 heures entre 2 et 8 degrés. Voilà, donc après, effectivement, pour plus de détails, on verra ça avec notre expert pharmaceutique. Passons maintenant en bref sur, encore une fois, les règles d'or. Alors, il est bien important de bien planifier les séances de vaccination dans les cabinets ou les maisons médicales. Ça passe par la communication, la sensibilisation, la prise des rendez-vous et la gestion des files d'attente, effectivement, pour ne pas avoir trop de monde dans les cabinets. Donc, il est également demandé de passer des commandes raisonnables, mais tout ça, de toute façon, en fonction des rendez-vous qui sont fixés avec les patients, puisque lors de l'inscription, on le verra aussi tout à l'heure, il est demandé de communiquer la liste des patients lors de la prise de commande. Pardon. Il est important de présenter une prescription de groupe pour obtenir les vaccins et le matériel demandé.
Et il est clé, effectivement, de contrôler régulièrement le respect des conditions standards de conservation des vaccins pour garantir la qualité et la stabilité. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le médecin responsable, du coup, prend en charge cette responsabilité de la bonne conservation des vaccins à partir du moment où il en prend la possession. Donc, il est aussi très fortement recommandé d'avoir un système de gestion de stock qui soit adapté avec une méthode FIFO, donc First Expired, First Out. Ainsi donc, utiliser en premier les flacons de vaccins qui périment le plus vite pour éviter voilà, les pertes et les péremptions dans les cabinets. Encore une fois, important de respecter les protocoles médicaux de chaque vaccin pour la préparation et l'administration. Si besoin, des formations théoriques et pratiques pourront être organisées. Et puis tout ce qui est voilà, signalisation des effets indésirables à la FMPS, signalisation également des déviations de température et des non-conformités que l'on constate sur les flacons, sur les seringues, à la FMPS également et au point de délivrance pour que voilà, un système d'amélioration continue puisse être mis en place. Encore une fois, on a aussi un point d'honneur à éviter les pertes au maximum et ainsi il est demandé d'assurer une bonne gestion des doses résiduelles dans le cas de désistement de patients, par exemple. Voilà, d'essayer au mieux d'administrer les doses et les seringues pré-remplies avant leur péremption à des patients en salle d'attente, par exemple. Évidemment, le médecin s'engage également à respecter les protocoles de gestion des déchets. Et puis, il est possible de signaler les problèmes liés à l'approvisionnement à notre adresse VaxiHub. Voilà pour les bonnes pratiques. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Comme toujours, très complet et très précis. Alors, il n'y a pas eu de questions pendant la présentation. Peut-être qu'il y en a maintenant. Pour l'instant, ça semble très clair. Donc, on continue. Il y aura peut-être des questions par la suite et aucun problème. Alors, on passe maintenant au très concret. Comment faire la réservation des viales ou des seringues? Je donne la parole à Kurt Deneuer, qui va nous expliquer tout le processus d'Octena qu'ils veulent faire online. Donc, on sortira de cette présentation pour le faire online. Kurt, la parole est à toi. Oui, il y a juste 2 questions qui sont rentrées dans le chat. Comment garder bien au froid? Je vais donner la parole à Stéphanie alors. Et est-ce que les vaccins sont seulement pour la population des cabinets ou pour aussi vacciner la population de toute la commune? Alors, en principe, je vais répondre à la dernière question avant de donner la parole à la première. Donc, en principe, la vaccination en cabinet médical est vraiment prévue pour votre patientèle. Donc, tous les patients inscrits ou non inscrits dans votre DMG, évidemment. Hein, donc, donc c'est pour votre patientèle. En ce moment, on est en train de déployer vraiment des équipes mobiles partout à Bruxelles, à des lieux stratégiques, à des points stratégiques pour faire la vaccination de la population. Mais donc, il est tout à fait clair qu'il s'agit ici dans cette campagne et dans ce webinaire de vos patients qui se rendent dans votre cabinet et qui souhaitent avoir un vaccin J&J ou Pfizer. Donc, les deux sont possibles. Les deux sont possibles donc de procurer. Et vous pouvez en effet le choisir. Alors, je vais peut-être donner la parole à Stéphanie pour répondre à la question sur la température et aussi sur les quantités de doses. Oui, alors effectivement, je vois plusieurs questions. Pour répondre aux quantités de doses, avec un vial Johnson & Johnson, dans la pratique, avec les seringues qu'on fournit, donc qui sont des seringues 0 volume mort, les personnels qualifiés sont à même de puiser jusqu'à 6 doses.
Et pour le vaccin Pfizer, on puise jusqu'à 7 doses. Voilà. Donc, effectivement, on a le choix entre le vaccin Pfizer ou Johnson, avec la particularité que le vaccin Pfizer nécessite 2 doses. Donc, il faudra planifier également la deuxième dose. C'est juste voilà, un petit point en plus pour l'organisation de la vaccination dans les cabinets. Voilà. Pour répondre maintenant aux questions de conservation, alors, oui, on souhaite que les vaccins en flacon soient donnés à température entre 2 et 8 degrés pour garantir la stabilité et optimiser la durée de vie restante. Oui, on demande aux personnes qui viennent chercher les vaccins, les flacons, de se munir d'un sac isotherme ou d'une glacière garantissant la température entre 2 et 8 degrés. Pour les seringues, pardon, comme on l'a vu, les seringues peuvent être transportées à température ambiante, mais si c'est du Johnson, effectivement, ça réduit à 3 heures. Si c'est du Pfizer, c'est 6 heures, mais c'est vrai que voilà, il faut le savoir et il faut l'anticiper pour le faire correctement. Pour les professionnels de soins qui ne seraient pas à l'aise avec la manutention de ces équipements de chaîne de froid passive, alors on recommande de demander la livraison en cabinet. Et là, effectivement, comme l'a dit Karen, elle sera assurée par un transporteur certifié, habilité, qui a une camionnette en chaîne de froid active entre 2 et 8 degrés. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci, oui, très clair. Stéphanie, alors, je répète donc que vous pouvez vacciner vos patients qui sont des citoyens de la région ou qui séjournent en dehors de la région. Hein, donc, on ne fait pas de différence, mais il s'agit évidemment de vos patients en cabinet. Le délai entre la commande et la livraison est de maximum 7 jours. Donc, si vous commandez, par exemple, et évidemment pour toute commande faite pendant les heures de bureau, hein. Donc, si vous faites une commande le mercredi, vous serez livré au plus tard, ou vous pouvez aller enlever votre commande au plus tard le mardi de la semaine qui suit. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres réponses tout à l'heure dans les autres exposés, mais pour répondre à la question pour la deuxième dose, oui, vous pouvez aussi vacciner la deuxième dose. Hein, donc, il faut toujours bien vérifier que vous vacciniez la première ou la deuxième dose. Quand vous vaccinerez une deuxième dose, quand la personne aura reçu sa première dose à l'étranger, veillez aussi à remplir et à enregistrer la première vaccination en VaccinNet avec les données que le patient vous donnera. Et pour toutes les procédures de VaccinNet, Pierre-Louis Dedon vous expliquera ça tout à l'heure après l'exposé de Kurt sur l'enregistrement d'Octena. Alors, il n'y a pas de minimum à commander, hein, donc vous pouvez commander ce que vous voulez. Et donc, et pour le maximum, on avait dit pour enlèvement de vial 3 maximal. Pour la livraison ou l'enlèvement en seringue, eh bien, ce qu'un médecin pourra administrer dans les quelques heures qui suivent l'enlèvement, évidemment pour les seringues, et pour les vials qui seront livrés, évidemment, là aussi, c'est dans les normes du régulier. Donc Pierre finalement, Louis, le minimum en fait de doses que vous pouvez commander pour la livraison, ben, c'est un vial, donc c'est 6 à 7 doses selon que vous choisissez Johnson ou Pfizer. Voilà, tout à fait. Ok, merci. Alors, passons donc maintenant à Kurt qui va vous expliquer le processus en Doctena. Voilà. Ah, il y a encore quelqu'un qui voulait poser une question, qui a levé la main. Pour les vials, les seringues seront fournies, oui.
tout le matériel de vaccination est fourni avec les vials, ainsi que les cartes de vaccination, les petites cartes officielles de Johnson & Johnson ou de Pfizer. Merci. Kurt. Merci. Je vais partager mon écran. Comme scherm delen. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, comme Karen a expliqué, c'est le même lien qu'on utilise pour commander ce vaccin qui était sur les slides. Le moment qu'on est sur ce lien-là, on va vous demander d'encoder votre INAMI et le mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas encore entre vous reçu un mot de passe, il faut demander ça auprès de votre fédération. OK? Alors, une fois qu'on a mis le numéro d'INAMI et le mot de passe, on peut continuer. Et puis, on va vous demander de faire un choix ou une demande pour une équipe mobile ou une demande pour des doses de vaccin. Okay. De vraag naar een equipe mobiel of een vaccinatie door een verpleegkundige aan huis bij de patiënt is degene die al bestond vandaag. Se demande pour une équipe mobile, où on demande une soin à domicile de faire la vaccination chez votre patient à la maison, c'est celui qui existe déjà aujourd'hui. Alors, on rajoute aujourd'hui demande pour des doses de vaccin. Si on clique là-dessus, on tombe sur un formulaire à remplir. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler là-dessus pour changer quelques libellés, pour introduire encore quelques fonctionnalités, mais c'est pour 95% prêt. Dus dit formulier, we kan hier gemakkelijk gaan switchen naar het Nederlands. On peut choisir la langue ici au-dessus. Les champs à remplir, c'est votre coordonnée, c'est l'INAMI, nom, prénom, les classiques. Et à l'autre côté, c'est pour votre organisation. Alors, ce formulaire va aussi être utilisé par les maisons médicales, par les collectivités. Alors, eux ont la possibilité de mettre tous les coordonnées sur l'organisation. Étape suivante, c'est l'adresse, ce qui est important pour la livraison. Et la partie qui est le plus important, c'est le moyen de vaccination. Dus eigenlijk de keuze. Hier komt men eigenlijk waar men kan kiezen voor ofwel een ophaling, on choisit ou la première c'est une collecte de vaccin, ou een livraison, dus of de tweede optie een levering aan het kabinet. Le moment on peut choisir un des deux. Le moment qu'on sélectionne collecte de vaccin d'un flacon ou des seringues remplies, il y a des autres champs qui vont se afficher. Ja, dus eens dat we klikt op een ophaling van de vaccins, krijgt men het volgende items die we moeten invullen. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de collecter votre vaccin demandé et que vous demandez quelqu'un d'autre de reprendre ou de collecter les vaccins, on demande les coordonnées aussi de ces personnes-là, qui est important pour le contrôle d'identité, qu'on sait, OK, pour vous, c'est correct qu'on peut donner les vaccins à quelqu'un d'autre. Alors, pour pour donner au hub au centre la possibilité de faire un contrôle d'identité, on demande de remplir ce champ-là. L'image ici va être remplacée, ça va être remplacé par un table où vous voyez comme Karen a montré déjà dans sa présentation, le tableau avec les centres ou le hub et quel type de vaccin est dans flacon seringue c'est possible. Mais ça va encore être mis pendant la journée et qui va donner directement un vue, OK, qu'est-ce que je peux avoir où? Dus voor de Nederlandstaligen onder ons, dus wanneer men vraagt voor een ophaling van de vaccins, kan men ook aangeven dat dit zal gebeuren door iemand anders dan uzelf. Op dat moment vragen we om aan te geven wie deze persoon zal zijn en vragen we om deze gegevens in te vullen.
Dat maakt het dan mogelijk voor de vaccinatiecentra of de hub om een identiteitscontrole uit te voeren en ook aan de juiste persoon mee te geven. De afbeelding die jullie hier zien, deze zal nog aangepast worden. Hier komt te staan welke centra waar u een ophaling kan doen en voor wat. Voor voorgevulde spuiten, vials en zo verder. Alors, le suivant qu'on demande, si c'est pour la collecte de vaccins, c'est le point de collecte souhaité et le type de vaccin. Alors, on peut sélectionner le lieu préféré. Alors, c'est le centre de vaccination Anderlecht, Woluwe Saint-Pierre, Botanique. Il est obligatoire de choisir un seul. Mais on peut dire, voilà, moi, je veux bien aller à Anderlecht, mais si ça ne va pas sur la date que moi je préfère, OK, je veux bien passer aussi au hub botanique. OK. On demande quel type de vaccin que vous souhaitez. Alors là, on a le choix entre Janssen ou Pfizer. Puis, on doit remplir le nombre de seringues pré-remplies et le nombre de flacons qui est souhaité. Alors là, on peut choisir, OK, je veux une seringue et une flacon. Alors, vous avez le choix entre une combinaison de seringues de flacons ou uniquement des seringues pré-remplies ou uniquement de flacons. OK. Alors, si c'est pour une collecte, là, on a rempli tout. Puis, on vous demande de remplir des dates souhaitées et là, les libellés doivent être encore changés. Ça doit être date préférée pour la première vaccination. Si c'est pour Pfizer Johnson, on met une date sur laquelle on veut aller chercher les vaccins. Ça peut être par exemple le 19, le matin ou après-midi. Et ici, le libellé va être encore changé en date préférée, deuxième vaccination en cas de Pfizer. Si on a choisi Pfizer, et on peut directement dire, voilà, la deuxième dose, je veux aller chercher, si ça concerne deuxième dose, par exemple, le 16 du 8. OK. Dus voor eigenlijk de ophaling dus als we de ophaling van de vaccins hebben gekozen, wordt er ook gevraagd om aan te geven waar dat je deze wilt gaan ophalen. Ja? Er is één veld die verplicht is, dus één locatie is verplicht aan te geven. Maar zeg je van oké, op de datum dat voor mij niet, dat ik aangeef, ja, mocht het niet lukken in Anderlecht, dan wil ik gerust naar de hub Botaniek of Kruidtuin gaan. We vragen om het type vaccin aan te geven dat u wenst, Janssen of Pfizer. En aan te geven hoeveel voorgevulde spuiten of hoeveel flacons u wenst. Ja, het kan een combinatie zijn, ofwel enkel de voorgevulde spuit of enkel flacons, of een combinatie van de twee kan. Daarnaast vragen we de volgende stap is om de datum aan te geven op de welke u wenst deze te gaan ophalen. De eerste, hier gaat nog de label veranderen naar voorkeursdatum eerste vaccinatie, dus voor J&J en Pfizer verplicht in te vullen. Hier gaat voor de tweede datum, voorkeursdatum is voor de tweede vaccinatie, dus in het geval van Pfizer. En daar kan u, maar u bent niet verplicht. Ja? U kan direct vragen om een afspraak in te plannen voor de tweede dosis te gaan ophalen. Pour la deuxième vaccination, planification la collecte ou la livraison aussi pour la deuxième dose, c'est pas obligatoire. Mais si vous faites dans une fois, vous devrez juste faire une demande. OK? Ça, c'est pour la collecte. Si on dit, OK, moi, je ne vais pas chercher mes vaccins, mais je veux que ce soit livré, on choisit livraison des flacons de vaccins. Dus men niet wenst de vaccins te gaan ophalen, dan kiest men voor een levering van de vaccins. En dan is het enkel in flacons, zoals aangegeven. Daar vragen we dan enkel het type vaccin aan te duiden en het aantal flacons. Oké. Nu, hier staat nog een limiet van 3, maar dit wordt aangepast. Ja? Dus opnieuw vragen we dan ook een gewenste datum. En kan je voor het eerste of de tweede datum... De eerste datum is verplicht, de tweede is zoals jullie wensen. Oké?
Alors, de nouveau, à remplir la date souhaitée. La première est obligatoire, la deuxième, c'est à vous de choisir. L'étape suivante, c'est la liste de patiënten. C'est une demande AFMPS, het is een vraag van het vak om onmiddellijk de lijst van patiënten te capteren. Dus hier vragen we om de patiënten die u wenst te vaccineren aan te geven. Alors ici, on doit ajouter tous les patients qu'on va vacciner avec les doses demandées. On demande le numéro de bus, le nom, prénom, date de naissance, code postal. On peut mettre un commentaire si c'est souhaité et on peut indiquer si ça concerne une deuxième vaccination, oui ou non. Toutes ces infos doivent être remplies et doivent être en accordance avec le nombre de doses qu'on demande. Okay? Dus in deze lijst, de lijst van de patiënten, vragen we dus alle patiënten die u wenst te vaccineren met de aangevraagde dosissen in aan te geven. Dus naam, voornaam, NIS-nummer, geboortedatum, postcode enzovoort. En we kan aangeven of dat het gaat om een tweede vaccinatie, ja of nee. En hier kan men eigenlijk ongelimiteerd aantal patiënten aangeven. Dan komen we aan de laatste etappe en denk ik het meest wel interessant is dat we deze aanvraag ook als een voorschrift kunnen behandelen. Ja, dus, maar dan moet je eigenlijk het handtekenen met uw INAMI-code en uw naam. Ja. Alors ceci, la dernière étape, c'est mettre votre numéro INAMI et votre nom de nouveau, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la demande ici électronique va, à ce moment-là, est devenue une prescription qui est valable pour le FAC, pour le AFMPS. Okay? Alors, à ce moment-là, c'est normalement plus nécessaire de encore avoir une prescription, de prendre une prescription avec pour la livraison ou pour la collecte. Et puis, on peut envoyer, j'ai rien introduit, mais on peut envoyer la demande. Ici, le bouton, si tout est bien rempli, le bouton qui devient bleu, on peut envoyer et puis c'est l'équipe de Sonia qui va reprendre votre demande et de planifier le plus vite possible. Ja? Dus het laatste gedeelte is dus INAMI en naam van uw naam nog even invullen. Dan geldt deze elektronische aanvraag als een voorschrift en dient u geen voorschrift meer af te geven bij de levering of af te geven bij de ophaling van uw vaccins. Indien alles goed is ingevuld, dan zal deze verzoek verzenden blauw kleuren en kan u deze verzenden. Deze wordt dan verwerkt door het team van Sonia. Zij zal u dan op dat moment een confirmatiemail sturen met de exacte datum en uur van ophaling of levering. Okay. Voilà. Ça, c'était l'outil on est en train de travailler là-dessus. Dus dat is de tool waarop we momenteel aan het werken zijn en die zeer binnenkort live zal zijn. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Kurt. Oui, il y a quelques questions. Nous avons déjà répondu à quelques-unes. Mais par exemple, je dis quelque chose. Peut-on commander du J&J et Pfizer Non, on va traiter vaccin par type de vaccin. Alors, il n'y a que Pfizer ou que J&J qu'on peut demander. Oui, mais donc en seringue et ou vial. Donc là, Oui. il y a la combinaison qui est possible. Donc, ce qui veut dire qu'un médecin qui veut absolument commander les deux vaccins devra faire deux vaccins, commandes différentes. Hein, voilà. OK, oui. Parfait. Alors, autre question que j'ai vue. Alors, le code, justement, hein, peux-tu réexpliquer? Donc, j'ai déjà partagé le lien. Mais donc le code qui est à demander via FAMGB ou BHK, peux-tu expliquer, Kurt? Oui, il y a les codes qui sont générés, qui donnent accès aux plateformes, mais qui sont donnés aux fédérations et c'est auprès de la fédération qu'on peut demander la code. Oui, merci.
Alors, au niveau des personnes sans NISBIS, ça vaut comme pour toute vaccination ou tout autre acte. Donc, vous pouvez évidemment créer un numéro BIS, vacciner, et avec un numéro BIS, votre patient retrouvera sa vaccination sur le certificat de Covid, hein, donc de vaccination. Donc, aucun problème. Je voyais une question qui était concernant la responsabilité. Hop, je vais la reprendre parce que ce serait intéressant de la relire. Oui. Donc, c'est la mise sur le marché de ces vaccins a été précédée par un engagement des pays de ne pas poursuivre les compagnies pharmaceutiques pour tout problème futur dû à ces vaccins. Maintenant que vous passez cette responsabilité aux médecins, est-ce que ceux-ci sont couverts par les accords passés entre États et compagnies pharmaceutiques? Donc en fait, cette question, elle est un peu biaisée dans le sens où l'accord qui a été passé avec les États, ça fait beaucoup de bruit à ce niveau-là, mais une firme qui produit un médicament n'est pas responsable d'effets secondaires qui n'étaient pas identifiés et pas prévisibles à la mise sur le marché de ces médicaments. Il y a une responsabilité d'action et il y a une responsabilité toujours engagée s'ils ont caché des effets secondaires qui étaient déjà connus à ce moment-là. Donc ça, cette responsabilité, si on se rend compte qu'il y a un vice à ce niveau-là, elle est toujours engagée, bien entendu. Ici, dans ce cas-là, la responsabilité du médecin, elle s'étend à quoi? Elle s'étend à une conservation dans des bonnes conditions des vaccins, une administration dans des bonnes conditions également et à l'enregistrement des vaccins, donc à un suivi correct de cette vaccination avec aussi le temps d'attente pour prévoir éventuellement un effet secondaire immédiat grave. Donc ça, c'est la responsabilité qu'a un médecin. En fait, c'est la responsabilité qu'on a pour toute vaccination. Donc c'est la même responsabilité que pour les vaccins qu'on reçoit de l'ONE ou de Kinenchezin dans le cabinet. Donc au niveau des responsabilités, c'est vraiment ça. Donc c'est une responsabilité de conservation, transport, administration, enregistrement et suivi. Donc ça, c'est que selon les cadres légaux et déontologiques. Et je voyais une autre question que je vais aborder tout de suite, c'est un point qu'on m'avait demandé justement de rappeler, c'est concernant le fameux schéma hétérologue, donc une dose d'AstraZeneca, une dose de Pfizer. La question dans le chat, c'est de savoir si c'est possible. Ben, possible, j'ai envie de dire oui, tout est possible, mais est-ce que c'est autorisé? Alors, en Belgique, les autorités de santé n'ont pas validé ce schéma hétérologue. Pourquoi? Parce qu'on manque encore de données de sécurité. On commence à avoir des données d'efficacité. Et donc, vu que ce schéma n'est pas autorisé, c'est pas une intervention de santé qui est disponible. Donc cette, intervention entre guillemets, elle n'existe pas, on va dire ça comme ça. Et donc si un médecin choisit de faire ce schéma hétérologue, lui prend l'entière responsabilité non seulement de l'administration, de la conservation, de l'enregistrement et du suivi, mais aussi de tout effet secondaire autre pouvant apparaître à la suite de cette vaccination. Donc si par exemple vous choisissez de vacciner avec Pfizer après un AstraZeneca et qu'il y a un quelconque effet secondaire imputable au vaccin qui apparaît par la suite, c'est vous qui êtes l'unique responsable suite à ce schéma de vaccination. Dans certains cas, on peut créer cette intervention. Ces cas sont extrêmement restreints parce que ça, c'est des demandes qu'on reçoit énormément. Quels sont les cas où on va autoriser une deuxième dose de Pfizer après une première dose d'AstraZeneca? C'est si la deuxième dose est contre-indiquée. Donc en cas de syndrome de fuite capillaire ou en cas de thrombose associée à une thrombopénie. Donc ça, c'est vraiment les 2 situations après une première dose où, sur base d'analyse, moi ou un de mes collègues au niveau de la cellule d'hygiène, en tant qu'autorité de santé régionale, on va prendre une décision que oui, là, on crée cette intervention de compléter le schéma par un vaccin hétérologue, parce que la balance bénéfice-risque entre la poursuite du schéma standard et un changement de schéma est favorable au changement de schéma, tout simplement. Donc comme ça, vous avez la réponse complète et ça me permet vraiment de réinsister là-dessus. Donc c'est pas il ne faut pas envoyer des mails à la COCOM pour demander parce qu'on autorise ce schéma-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est s'il y a une contre-indication médicale réelle à la deuxième dose, donc je le rappelle encore une fois, thrombose avec une thrombopénie, donc un manque de plaquettes, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de demandes pour des thromboses simples qui, elles, ne sont pas favorisées par le vaccin. Alors dans ces cas-là, on va analyser la situation sur base des données médicales et là, on va créer l'intervention ou non, ça dépendra de ce qui nous est transmis. L'allergie n'est pas une contre-indication parce qu'il y a des allergies croisées entre les vaccins. Donc s'il y a une allergie, après le vaccin AstraZeneca, il faut demander l'avis d'un allergologue et de toute façon, cette vaccination ne se fera probablement pas en centre s'il y a eu cette réaction allergique. Comme ça, vous avez toutes les informations à ce sujet-là. Merci beaucoup Pierre-Louis. Tu peux enchaîner avec la question sur la 3e dose.
Alors, la question sur la 3e dose est actuellement à l'étude. Donc, le Conseil supérieur de la santé est en train de réfléchir à la question. On n'a pas beaucoup de données, mais ce qui est en train de se passer tout simplement, c'est que nous, d'un point de vue opérationnel, nous sommes en train de préparer cette 3e dose. Donc, en parallèle de cette vaccination en cabinet, nous sommes en train de mettre au point un projet pilote de phase 3 qui prend malheureusement du retard pour des raisons juridiques, parce qu'on est en train de régler les aspects légaux, mais qui servira justement de base si on doit mettre en place cette vaccination de phase 3. Donc on prépare tout, on ne sait pas encore à quel public elle sera destinée, on ne sait pas encore si elle sera nécessaire, mais on se prépare parce que là on a un peu l'occasion de voir venir et donc on préfère prendre les devants. Ok, merci beaucoup. Alors, je rappelle que cette action de vaccination en cabinet médical, pour l'instant, est prévue pour les 3 mois à venir, donc jusqu'à la mi-octobre. Il y aura peut-être quelques changements, hein. Par exemple, les lieux de collecte peuvent changer ou par exemple d'autres critères, hein. Donc ça reste. Mais donc en principe 3 mois. Pour JNJ, il n'y a pas de deuxième vaccination, il n'y a pas de deuxième dose. Pour Pfizer, bel et bien. Et le temps entre la première et la deuxième est entre 21 et 35 jours. Alors, il y a de nouveau, il y a une question à propos de la température. Donc, pour le transport en sac isotherme, est-ce que cela suffit ou est-ce qu'il faut un peu de matériel plus sophistiqué? Je vais donner la parole de nouveau à Stéphanie. Donc, la même question réapparaît. Donc, tu peux peut-être réexpliquer, comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Parce que c'est quand même un point important. Oui, bien sûr, c'est important, hein, effectivement. Donc, pour le transport des flacons, là, on veut vraiment un transport entre D et 8 degrés. Donc, on conseille, oui, soit un sac isotherme, soit une sacoche isotherme, mais là, avec des pains de glace à l'intérieur, à la bonne température. Donc, effectivement, je réponds aussi à une autre question précédente. Oui, du coup, il faudra un congélateur pour préparer ces pains de glace. Ensuite, donc les laisser reposer pour qu'ils décongèlent et les mettre dans le sac isotherme ou la sacoche isotherme. Dans le cas d'un enlèvement de seringue préparée, là, donc exceptionnellement, on peut envisager un transport à température ambiante entre 9 et 25 degrés, mais il faut bien être conscient qu'il faudra qu'elle soit bien calée et voilà, qu'elle ne bouge pas. Et donc être conscient aussi que la durée de vie est limitée, hein, pour le vaccin Johnson, à température ambiante, c'est seulement 3 heures de durée de vie. Tandis que si les seringues sont gardées entre D et 8 degrés, elles ont une durée de vie de 6 heures. Tu peux encore expliquer le vial entamé? Le vial entamé, mais pour les détails pharmaceutiques, je laisserai la parole à notre expert pharmaceutique, mais la question du vial entamé, et en fait, l'idée, hein, effectivement, c'est de sortir les vials du frigo un à un et ensuite de puiser les seringues directement et de les mettre de côté à l'abri de la lumière, encore une fois, et en attente de la vaccination. Donc, c'est aussi pour ça qu'on conseille de planifier correctement les séances de vaccination avec les rendez-vous qui se suivent pour qu'on puisse, une fois qu'on ouvre un flacon, administrer toutes les doses pendant la durée de vie des seringues. Voilà, mais voilà, pour tous les détails des questions pharmaceutiques, on laissera Daniel répondre. Tout à fait, merci Ou beaucoup. Pierre, Il y avait encore une petite question à laquelle on pourra répondre. Peut-être Kurt, peut-on livrer dans une pharmacie? Non. Il y a le drop-down list où on va limiter vers les 2 centres de vaccination. Non, livrer. Livrer. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Non, je m'excuse, non. Donc, on répète, c'est dans votre cabinet, hein, adresse officielle de votre cabinet ou de la maison médicale. Donc ici, il faut savoir que la livraison en pharmacie, c'est justement prévu pour ces fameux pilotes de phase 3.
qui vont prochainement être mis au point, et c'est justement sur ces points légaux-là qu'on est en train de travailler actuellement. Mais vu que j'ai repris à ce niveau-là, je vais répondre à une question que je vois. Qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a pas d'anticorps après la 2e dose? Alors, on ne conseille pas du tout de doser les anticorps après la 2e dose parce qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Pourquoi? Parce que les vaccins ne vont pas seulement agir au niveau des anticorps, ils vont aussi agir au niveau de l'immunité cellulaire, qui est la plus importante au niveau de la protection contre la Covid-19 sévère. Et les anticorps peuvent parfois mettre un certain délai avant d'augmenter chez les patients. Donc on a eu des cas de patients qui ont reçu leurs 2 doses, ont fait une prise de sang 2 semaines après, patients connus avec une immunosuppression par exemple, ils n'ont pas d'anticorps. On refait un dosage 1 mois et demi après et bam, on a des anticorps. Et donc en fait, c'est juste le système immunitaire qui a mis plus de temps à se développer. Donc actuellement, la sérologie, ça a une indication clinique très, très limitée et moi je ne conseille pas du tout son usage. Donc actuellement, on reste sur un schéma de 2 doses et on verra pour certaines populations, donc c'est à l'étude pour voir s'il sera nécessaire ou non de faire une 3e dose pour s'assurer que cette protection est assez efficace. Mais les anticorps sont assez inconstants comme données et vu l'absence de cut-off, c'est difficile de savoir dire si même la présence d'anticorps est vraiment signe d'une immunité, donc l'anticorps n'est vraiment pas un bon marqueur. OK, merci. Est-ce que je peux vous demander peut-être d'envoyer les questions vraiment médicales, à Docteur Dedon? Parce que je vois le temps progresser et on a, voilà, encore un programme à parcourir. Ouais, Donc oui, pour les questions médicales, vous pouvez les envoyer via notre adresse VaxiIge qui s'adresse à tous les professionnels et qui sera rappelée un peu plus loin dans la présentation. Donc quand c'est des questions plus médicales, elles sont transmises soit à moi, soit à un de mes confrères à l'administration. merci beaucoup. Alors on va reprendre, la présentation et je vais donc, donner la parole à, notre, expert pharmaceutique, Daniel Deron. Oui, Deron, pardon. Voilà, Daniel, es-tu parmi nous et peux-tu reprendre, s'il te plaît, la partie? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais donc, on va vous présenter la méthode de préparation dans un premier temps pour Pfizer. Donc là, vous allez voir, il y a une dilution qui est prévue. Ce sera Brian, qui est étudiant en médecine, qui va vous présenter exactement la méthode de préparation. Et ensuite, on vous montrera la préparation du GNG, où là, il n'y a pas de dilution. Alors, j'avais entendu plusieurs questions. Dès que le vial est ouvert ou qu'il était perforé, nous sommes dans l'obligation d'utiliser le flacon dans les 6 heures, sinon il est à jeter. Donc maintenant, je vais vous montrer, j'espère que tout le monde va bien voir, on va vous montrer comment on élabore la préparation du vaccin Pfizer. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on prépare le vaccin Pfizer. Donc, on a besoin, on commence par prendre les vials en main et on commence par vérifier si, à cause de la stagnation, il n'y a pas de cristaux qui se sont formés. Donc, on vérifie et on les retourne une dizaine de fois pour les mélanger. Vu que le vaccin est relativement fragile, il ne faut pas les secouer, il faut juste les retourner. Ensuite, on débouchonne. On désinfecte. On pipe 1,8 de NaCl et on les injecte. Donc, c'est la seule chose, la grosse différence entre ce vaccin Pfizer et J&J, c'est qu'on va donc le diluer avec 1,8 sérum physiologique par flacon. Et de là, on pourra en retirer normalement 6 doses, mais pour les experts, il y a moyen facilement d'en arriver à 7 doses, qui doivent donc être utilisées, je le rappelle, dans les 6 heures. Attention, petite subtilité, lorsqu'on injecte 1,8 de NaCl, il faut faire attention, il faut ressortir 1,8 de volume d'air. Sinon, vous allez avoir une mauvaise surprise quand vous allez puiser les doses de vaccin. Donc voilà. Là, j'ai mon 1,8 d'air qui est enlevé. Hop. Encore une fois,
on mélange une dizaine de fois en retournant tout simplement la flapule. Voilà. Et ensuite, nous allons donc prendre 0,3 ml pour le vaccin Pfizer par seringue, qui seront ensuite soit préparés pour vous directement à partir des centres de distribution, ou alors vous pouvez le préparer chez vous selon ce qu'on vient de vous préparer. Maintenant, on va vous montrer, c'est assez simple, l'autre vaccin, c'est celui de J&J. On va changer de préparateur et c'est une infirmière qui va vous présenter l'utilisation et la préparation d'une Johnson & Johnson. Bonjour. Alors, je vais vous expliquer un peu la préparation du Johnson & Johnson. Donc, comme pour le Pfizer, on vérifie la qualité du flacon. Ensuite, on mélange un tout petit peu. On désinfecte l'embout du flacon. Et là, on n'a pas besoin de dilution, on peut prélever directement les 0,5 des 0,5. Donc ici, il y a simplement une dilution qui est prévue. Il n'y a pas de dilution, il y a simplement un prélèvement que vous devez faire au niveau de votre flacon, au niveau de J&J, qui est de 0,5. Alors, les seringues que vous aurez à la disposition, ce n'est pas toujours évident de pouvoir en sortir 6 doses, mais si vous en sortez 5, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais vous interrompre un instant. Il paraît qu'on ne voit pas la vidéo. Moi, je la vois parce que j'ai éteint la présentation PowerPoint pour voilà, vous mettre dans l'avant-plan. Donc, il faudra peut-être changer quelque chose dans vos installations pour visionner. Pas vous, Daniel. Ah, ok. Pas chez vous. Donc, c'est plutôt pour chacun des spectateurs ou des participants, donc de voir quel est le règlement. Oui, parce que moi, de toute façon, il n'y a aucun problème je pense, pour la plupart. Oui, voilà, il y en a qui voient bien. On va continuer, donc pour ceux qui ne voient rien, essayez de voir quelles sont les installations personnelles. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, bon, en tout cas, je suis tout disposé à laisser mes coordonnées à tous les médecins qui le souhaitent pour avoir d'autres renseignements plus précis. Je pense que vous êtes habilité fortement à pouvoir le faire de votre côté, mais de toute façon, on peut vous réaliser dans les différents centres, les différentes seringues qui seront à votre disposition et qui seront donc préemballées, protégées par une mousse, puisque malheureusement, le vaccin n'aime pas d'avoir trop de choc et être trop manipulé. Donc, effectivement, c'est une des choses qu'il faudra être particulièrement attentif. La conservation chez nous, après avoir été réalisée dans les fortes chaleurs, dès que le vaccin a été terminé, il est remis au frigo en attente d'être injecté dans les différents box. Voilà, je pense que je suis à votre disposition pour répondre si éventuellement vous avez des questions, mais je pense que la démonstration a été significative et claire pour tout le monde. Merci. Alors, je vais voir quelles sont les différentes questions. Pardon. Faut-il mettre les EPI comme vous les avez maintenant, ou un masque et des gants suffisent-ils? Alors, d'après les recommandations que nous avons reçues de la FMPS, malheureusement, ce que nous avons sur nous est une obligation dans la préparation des vaccins, avec effectivement aussi les champs opératoires qui doivent être mis préalablement au niveau de la préparation. Je pense qu'assurer la meilleure possibilité de stérilité est les choses que nous avons mis en place chez nous, en tout cas. Ok, merci. Oui, évidemment, il y a une différence entre une production de quelques centaines par jour et une dizaine
par cabinet médical, en effet. Une question, est-ce que c'est la même aiguille qui puise et qui pique? Alors, ça, c'est une excellente question. Quand on avait des seringues où l'aiguille était détachable, nous utilisions effectivement une autre sorte de puisement. Par contre, maintenant, les aiguilles qui sont à notre disposition ne sont pas, on ne sait pas retirer l'aiguille de la seringue, donc nous sommes obligés à chaque fois effectivement de reperforer le flacon et de le désinfecter à chaque puisement. Ça, c'est effectivement un des petits soucis que nous avions au niveau de la préparation, mais avec les différentes méthodes de désinfection, nous essayons en tout cas d'assurer un maximum la stérilité de nos préparations. Ok, merci. Et ce seront ces seringues qui sont livrées avec les viales. Et Oui, pour alors, votre connaissance, viales, c'est flacon. C'est peut-être un... oui. ouais. Donc, il y a deux types de seringues, elles sont bien différentes si vous utilisez des Pfizer et si vous utilisez d'une Johnson & Johnson. Donc, l'une qu'on utilise pour Johnson & Johnson, ce sont des seringues China et l'autre, c'est quoi? Repex. Voilà, il faut s'y prendre un petit peu avec la China parce que la China est un peu plus compliquée. On peut perdre une dose à cause du China. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une question très générale. C'est en effet un travail supplémentaire pour le médecin à faire, hein. Vous pouvez aussi aller enlever des seringues pré-remplies, hein, donc vous ne devez pas faire le puisement au cabinet médical. Vous pouvez aussi les chercher. Par ailleurs, nous n'allons pas remplacer les centres de vaccination par les cabinets médicaux, pas du tout. C'est un supplément que nous offrons. Nous aurions voulu offrir cette possibilité en début de la campagne. À ce moment, ce n'était pas possible pour plusieurs raisons. Actuellement, nous avons cette possibilité et nous vous l'offrons. Par ailleurs, les centres ferment pas tous, hein, et pas tous à la fois. Le premier, l'ESL, ferme mi-août, enfin, ou le 9 août même. Les autres restent de toute façon ouverts jusqu'à la fin août. Et puis, à partir de août, il y a encore 3 centres qui vont rester ouverts, au moins 3 centres, et maintenant même un 4e qui va s'ajouter, qui resteront ouverts jusqu'à les 3 mois suivants. Mais donc, toute cette communication a été faite dans la presse depuis un peu de temps et nous ne visons pas du tout à remplacer les centres par les médecins. Ce n'est pas le but, c'est vraiment offrir une possibilité supplémentaire. Merci. Alors, je vois une question au niveau des honoraires. La question a été posée à l'INAMI. Faute de retour de l'INAMI jusqu'à présent, nous conseillons de demander un honoraire d'une consultation. Mais si ça change, je vous en mettrai évidemment au courant. Pour les seringues pré-remplies, la question, Daniel, est: faut-il retourner 10 fois aussi avant d'injecter? Non, dès le moment où la seringue a été établie, justement, il faut éviter au maximum de l'agiter. Elle a été contrôlée en amont par nous. Ensuite, elle sera donc, comme je le disais, emballée dans des mousses pour qu'effectivement, lors de votre déplacement, on assure un maximum de stabilité. Et quand vous recevez votre seringue, vous pouvez la mettre directement dans votre frigo et la sortir et l'injecter comme nous le faisons ici au centre de vaccination. Ok. Et au niveau des heures d'injection, quand on va chercher des seringues, les seringues sont uniquement à chercher, pas à livrer? Alors, excellente question. Effectivement, lorsque vous viendrez chercher vos seringues, on a déjà l'habitude de le faire pour d'autres postes avancés. On marque les heures limites à laquelle vous pouvez encore le vacciner. Donc, vous avez un délai de 6 heures au moment où nous, on la prépare. Donc, c'est important que nous, on va essayer d'être
le faire le plus tard possible. Mais vu les quantités que nous aurons, nous mettrons du personnel en plus s'il le faut, mais nous ferons vraiment le plus tard possible la préparation pour que vous ayez au moins un délai de 5h30 pour injecter les doses que vous souhaitiez. Voilà, et de là, l'importance du planning que Sonia ou l'équipe de Sonia réalise. Vous allez tous recevoir de votre côté, du côté des médecins, l'heure et le centre où il faudra aller chercher les seringues pré-remplies. Le centre, évidemment, reçoit aussi son planning avec les médecins ou les représentants des médecins qui vont venir. Ce qui veut dire qu'on vous demande vraiment de respecter ce planning. Sinon, vous avez des soucis de péremption de vos seringues ou des soucis aussi au niveau du centre. Je répète que le sérum physiologique pour préparer le Pfizer est fourni, donc tout le matériel pour vous permettre de préparer la seringue est fournie avec le vial, donc avec le flacon même. Alors, les 4 centres qui vont rester ouverts à partir de septembre sont Woluwe-Saint-Pierre, Forêt, Pacheco et Molenbeek. Et ce dernier, Molenbeek, vraiment avec des box très limitées. Non, les EPI ne sont pas fournis avec le matériel. Ok, écoutez, je propose qu'on procède à la présentation. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques fiches récapitulatives pour le J&J et le Pfizer qui seront donc partagées avec vous quand, voilà, ici vous le voyez, Pfizer, préparation, donc toutes ces fiches seront également partagées avec ce PowerPoint. Et on a eu les questions. Alors, il y a encore une question, Daniel. Faut-il tout prélever à l'avance ou une seringue à la fois pour chaque patient? Là, il n'y a pas de règle. Dès le moment où on commence à puiser dans le flacon, l'heure avance. Donc, dès qu'on a commencé à prélever, malheureusement, on a les 6 heures pour faire les seringues, sinon le flacon est à la destruction. Merci. Et n'oubliez pas que ça demande en effet donc une préparation minutieuse, comme Stéphanie l'a précisé, et que vous devez aussi entrer les noms des patients que vous allez vacciner en Doctena, donc dans l'outil de réservation. Combien de temps de conservation pour les flacons? On peut répéter, Daniel? Alors, là, je dois regarder, mais je pense que c'est 31 jours. Ou Stéphanie, voilà. Aide-moi, parce que je pense que c'est 31 jours, si ma mémoire est bonne. Oui, 31 jours, la conservation du Pfizer en réfrigérateur entre 2 et 8 degrés après décongélation. Pour le Johnson, c'est 3 mois. Mais évidemment, lorsque vous viendrez chercher les flacons au centre de vaccination et au hub, ça ne voudra pas dire que les vaccins auraient été décongelés le jour même. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la durée de vie serait aux alentours de 2 semaines, parce que c'est aussi ça qu'on avait tablé, c'est que on veut réduire les volumes de stock dans les cabinets médicaux. On veut fournir l'opportunité aux médecins de les garder pendant 2 semaines, mais plus, ce n'est pas envisageable. Donc, voilà, on s'arrange sur une durée de vie restante de 2 à 3 semaines maximum. Donc, pas au congélateur, hein, donc on ne garde pas les seringues ni les viales au congélateur. Vous, au niveau du cabinet médical, c'est le frigo de 2 à 8 degrés qui permettent la conservation, hein, donc aussi bien pour les seringues que pour les flacons.
Merci beaucoup, Stéphanie. Je vois que tu as aussi répondu. Bon, on procède maintenant à un point quand même aussi très important, l'enregistrement en Vaccinet Plus. Je vais donner la parole et le contrôle à Dr Pierre-Louis Dedon. Alors, donc, je vais vous présenter ici donc l'outil VaccinNet que certains d'entre vous connaissent déjà, soit parce qu'ils l'utilisaient déjà avant pour d'autres vaccinations, soit parce qu'ils ont vacciné en maison de repos. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc qu'est-ce que c'est VaccinNet? En fait, c'est un logiciel comme Evax en Wallonie qui sert à enregistrer les vaccinations, mais qui servait à ça au niveau de la Flandre. En novembre, nous avons décidé, donc notre gouvernement a décidé d'étendre VaccinNet à tout le pays pour l'enregistrement de la vaccination contre la Covid-19. Une fois que donc ici, elle va surtout servir d'habitude, elle sert aussi à des commandes, mais ici, elle sert uniquement à l'enregistrement de vaccination. Donc comment est-ce qu'on accède à VaccinNet? En fait, on va dire il y a 2 types d'accès. Donc l'accès principal, c'est le médecin vaccinateur qui peut avoir un compte qui s'active sur VaccinNet et enregistrer ses vaccinations. Mais ce médecin vaccinateur peut aussi nommer des collaborateurs, des employés qui ne sont pas forcément des médecins, mais qui pourront ensuite avoir accès à l'application. Comment est-ce qu'ils ont accès à cette application? Parce qu'en fait, tout simplement, une connexion à VaccinNet se fait via EID ou It's Me. Donc c'est les 2 modes de connexion, comme la plupart des services d'e-santé finalement. Au niveau du fonctionnement, donc ici, vous aurez accès à un enregistrement au cas par cas. Donc vous pourrez enregistrer un patient à la fois parce que vous aurez un compte médecin simple. Vous n'aurez pas un compte, entité comme ça a été le cas par exemple avec les maisons de repos, avec les collectivités ou comme c'est le cas avec les centres de vaccination qui eux peuvent faire des uploads de listes. Donc ici, ce sera vraiment des 1 à 1. Hop. Donc d'abord, demander l'accès à VaccinNet, ça se fait comment? D'abord, vous allez sur la page web donc www.vaccinnet.be. Vous cliquez sur Login et vous allez avoir des conditions d'utilisation que vous devez lire, accepter et puis remplir un formulaire. Ce formulaire va ensuite être soumis et il va y avoir une demande d'adhésion. Une fois qu'on valide votre demande, vous serez prévenu par mail et vous pourrez avoir accès à l'application. Si vous êtes déjà connu dans VaccinNet parce que vous l'utilisiez déjà au préalable, vous n'avez pas besoin de faire cette démarche, vous pourrez vous connecter directement. Comme VaccinNet n'est pas utilisé pour commander des vaccins Covid-19, les informations de livraison ici ne vont pas être utilisées, mais je pense qu'il faut quand même les remplir malgré tout. Consultez votre profil, vous pouvez à tout moment consulter votre profil dans l'application et modifier les informations si elles changent ou si elles sont erronées. On peut gérer des employés également, donc ça se fait par un onglet employés qui vous permet en fait de nommer des collaborateurs sur base de leur numéro NIS, de leur nom, de leur prénom et de leur date de naissance, si je ne m'abuse. Donc chaque demande sera ensuite approuvée par un administrateur VaccinNet, donc soit moi ou un de mes collègues sur ce sujet-là. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à un code utilisateur de VaccinNet. Donc ce code utilisateur, à quoi est-ce qu'il va servir? Ce code va servir tout simplement à ce que vos fournisseurs de logiciels vous permettent d'enregistrer dans VaccinNet depuis votre DMI directement. Donc si vous êtes un médecin indépendant, le code utilisateur, c'est votre numéro INAMI. Donc le fournisseur, normalement, a déjà ces données et peut normalement déjà créer ce lien entre VaccinNet et le DMI. Pour les assistants, donc il y a aussi la possibilité de s'inscrire, mais dans ces cas-là, il faut communiquer avec le fournisseur, donc le numéro d'utilisateur du maître de stage et le numéro INAMI de l'assistant. Ça, c'est comme ça que ça marche. Il y a un petit point spécifique avec les numéros BIS. Donc quand on enregistre un numéro BIS, il faut plutôt passer par l'application web, donc passer en ligne. C'est quelque chose qui n'a pas encore pu être implémenté via les DMI. Donc pour les numéros BIS, toujours passer en ligne. Les configurations et les solutions à ce niveau-là, s'il y a des problèmes, c'est vraiment vers votre fournisseur de logiciels qu'il faut s'adresser. VaccinNet ne pourra pas vous aider tout simplement parce que ce n'est pas eux qui ont la main sur ces programmes. Ce n'est pas eux qui peuvent voir si c'est un bug du côté du programme. Et si le concepteur du logiciel voit qu'il y a un problème au niveau de la connexion, vraiment au niveau de VaccinNet, eux vont prendre contact avec VaccinNet et essaieront de régler le problème. Donc c'est plutôt vers les logiciels qu'il faut se tourner. Enregistrer la vaccination. Donc une fois qu'on a fait toute cette partie administrative et plus procédurale, on peut commencer à enregistrer les vaccins. Donc enregistrer les vaccinations, c'est vraiment par individuel. Donc c'est en recherchant la personne directement dans VaccinNet, soit via son numéro NIS, soit via son nom et son prénom.
C'est toujours sous la responsabilité du médecin, ça fait vraiment partie des responsabilités médicales, donc ça rentre dans les données qui font partie du dossier du patient, donc qui sont encadrées par la loi également. Et aussi, c'est très important pour le suivi en fait de cette vaccination et d'éventuels effets secondaires. Donc à ce niveau-là, ce qui est important, c'est que le numéro de lot du vaccin soit toujours indiqué. Donc en fait, si le numéro de lot ne figure pas là, on manque d'une donnée importante pour le suivi. Typiquement, un exemple simple, on a un problème de contamination d'un lot, il faut être capable de retrouver tous les patients qui ont eu ce lot, et donc il est de la responsabilité du médecin d'arriver à identifier les patients qui ont reçu des vaccins de ce lot-là. Pour les effets secondaires, la notification se fait sur le site de la FMPS. Donc ça, c'est toujours à ce niveau-là. Il y a un encadré qui est toujours là, je pense, sur VaccinNet, mais il faut vraiment privilégier la FMPS comme relais pour signaler les effets secondaires. Donc, généralement, il y a 24 heures avant que les données passent de VaccinNet vers Ma Santé ou vers un autre site pour les consulter. Donc, si le patient va consulter le jour même ces données de vaccination, elles ne seront pas encore mises à jour. Ici, ils mettent 24 heures, mais ça peut même mettre 48 heures, parce que parfois, il y a un relais par Vitalink, donc le réseau de santé flamand. Et donc, ça peut prendre un peu plus de temps au niveau synchronisation. Ici, c'est donc uniquement destiné à la vaccination Covid, comme je le disais. La création des numéros bis par un médecin, donc ça, on vous rappelle que vous pouvez créer des numéros bis. Comment ça marche? Il faut aller sur le site, sur l'application IELTS Creabis, qui va vous permettre de créer un numéro bis en remplissant un formulaire et idéalement en tenant également à disposition des documents qui certifient l'identité de la personne. Donc juste noter ça dans le dossier médical informatisé et si possible les envoyer aussi au service du gouvernement qui gère le registre national. Une fois que le numéro BIS est créé, il faut toujours le communiquer au patient parce que ça va être quelque chose qui sera assez utile aux patients, surtout actuellement où on pousse vraiment de plus en plus pour l'usage des services de l'e-santé. C'est aussi une étape, je dirais, obligatoire si on veut que le patient puisse avoir accès au certificat européen. Donc ça, il faudra faire ce numéro BIS parce qu'on ne peut pas enregistrer une vaccination si on n'a pas ce numéro BIS. Les points d'attention pour les personnes non trouvées, donc il arrivera parfois que vous créez un numéro bis, vous essayez de l'encoder et on vous dit: «Non, cette personne n'est pas trouvable». Donc si vous créez un numéro bis le jour même, que vous l'encodez dans VaccinNet, donc l'application web, si c'est le premier numéro bis créé, il y a de grandes chances qu'on vous dise que le numéro n'est pas trouvé. Dans ces cas-là, il faut attendre 24 heures, réessayer le lendemain. Généralement, ça marche. Si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous en fait, via un mail sécurisé. Donc pour un mail sécurisé, tout simplement, c'est un document Word ou un document Excel avec sécurisé par un mot de passe et vu qu'il s'agit de données personnelles. Et donc là, on va essayer de trouver avec vous une solution ou alors téléphoner éventuellement à VaccinNet+ au 02 700 63 33. Et il faut toujours bien entendu prévoir les numéros de registre national ou numéro BIS, le nom, prénom, la date de naissance et le code postal de la personne. Normalement, on aura très peu ces problèmes-là, mais ça peut quand même arriver. Donc on vous prévient au préalable. S'il y a une vaccination effectuée à l'étranger, on parlait notamment de la première dose qui a été faite ailleurs qu'en Belgique et où on fait la deuxième en cabinet, l'idéal, c'est aussi de pouvoir enregistrer cette vaccination. Donc c'est possible. Généralement, on le fait sur base de pièces, de justification, donc un certificat de vaccination, une preuve, une carte, en tout cas un élément que vous jugez suffisant que pour dire: «OK, la personne a bien reçu sa première dose». Cette vaccination donc se fait, uniquement par l'application web, donc ça ils n'ont pas encore eu l'occasion d'implémenter ça dans les DMI et donc une fois qu'on enregistre, on a plusieurs scénarios. Finalement, soit c'est un vaccin reconnu en Belgique, donc dans ce cas-là, la vaccination à l'étranger se fait, juste en sélectionnant le type de vaccin et le pays. Soit c'est un vaccin qui est reconnu par l'OMS, mais pas reconnu par l'Europe ou par la Belgique. Dans ce cas-là, on peut sélectionner quand même le vaccin dans le menu déroulant et aussi le pays, où a eu lieu la vaccination. Par contre, si c'est un vaccin qui n'est ni reconnu par l'OMS, ni par la Belgique, ni par aucune institution européenne, donc là, en fait, il y a un libellé générique qui s'appelle Covid-19 Vaccines Order et qui sert à englober tous ces autres vaccins et il faut toujours préciser le pays dans lequel cette, vaccination a eu lieu. À quoi sert ce milieu générique? Donc on pourrait se poser la question de savoir quel type de vaccin ça pourrait être, mais typiquement, ça peut être des vaccins en cours d'étude, par exemple. Alors,
enregistrer les donc si le numéro de lot est inconnu, on marque juste inconnu dans le champ. S'il est connu, bien entendu, il vaut mieux mettre le numéro de lot directement. Voilà. Donc corriger les enregistrements, ça pourrait arriver parce que puisqu'il y a un système, puisque vous êtes responsable de l'enregistrement, mais qu'il y a aussi un certificat européen, il est possible que nous, le patient, nous contacte en nous disant: «Tiens, il y a un problème il y a une erreur dans mon encodage, ce n'est pas la bonne date, ce n'est pas le bon vaccin, ou que sais-je». Donc dans ces cas-là, on va nous revenir vers vous en vous demandant de corriger. Donc corriger les enregistrements, soit on a un vaccin qui est erroné, une date erronée, parfois une mauvaise entité ou autre, ça on va quand même faire un tri nous en amont. Parfois c'est des vaccins pour la mauvaise personne, parfois c'est un mauvais numéro de lot. Bon ça, il y a quand même peu de chances que ce soit le patient qui s'en rende compte, mais sait-on jamais. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire une suppression en fait de la vaccination qui a mal été encodé, et puis on va faire le même jour un réenregistrement de cette vaccination avec les données correctes. Il faut toujours faire ça le même jour pour éviter vraiment les erreurs au maximum. Changer le numéro de lot, ben, là on peut éditer la vaccination qui a déjà été enregistrée. Mais il faut bien faire attention parce qu'il faut éviter de les supprimer ou éviter de faire à nouveau des erreurs lors de la modification. Donc, c'est un peu l'idée du plan de continuité actuellement, c'est qu'on va avoir l'enregistrement des vaccins. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez consulter ces vaccinations dans vos DMI et que vous puissiez aussi enregistrer les effets secondaires indésirables. Donc, c'est vraiment l'idée de la chaîne qu'on va avoir. Et par la suite aussi, l'idée de cette banque de données, c'est qu'on puisse disposer des données de manière anonymisée pour différentes études et aussi pour la surveillance post-vaccinale. Donc c'est comme ça, par exemple, c'est grâce à tout ça qu'on a réussi à se rendre compte des effets secondaires pour Johnson & Johnson, pour AstraZeneca et aussi pour les vaccins Pfizer ou Moderna au niveau de tout ce qui est problème plus de myocardite et péricardite. Donc ça reste un élément très important, on va dire, du rôle du médecin et du vaccinateur dans le suivi de cette vaccination. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide? Ça, c'est quand même assez important quand on vous donne toutes ces informations, de donner des ressources aussi s'il y a des problèmes. Donc, on a différentes choses en fait. Donc, il y a déjà beaucoup de documentation, en particulier sur le site du réseau de santé bruxellois, donc le Brussels Health Network.be. Donc là, ils ont toutes les informations nécessaires, le guide utilisateur, des vidéos explicatives, et le guide utilisateur est vraiment bien fait. Il y a aussi des points de contact. Donc à Bruxelles, c'est l'adresse vaxi-ige@ccc.brussels. Donc c'est l'adresse en fait de contact pour tous les professionnels. S'il y a un problème, il ne faut vraiment pas hésiter. Ou alors l'adresse vaccinetplus@dxc.com qui peut aussi vous aider si nécessaire. Hop, donc voilà, ça c'est un peu ce que je peux vous dire. Si besoin s'il s'avérait qu'il y ait besoin de training, d'entraînement ou de sessions d'explication, nous verrons avec les cercles si ça est nécessaire et on va voir comment organiser ça. Mais voilà, ça les cercles reviendront vers vous. Je vais voir avec Cécile et Hicham ce qui est possible de faire et si c'est nécessaire également. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Alors, il y a quelques questions, mais avant d'entamer ces questions, je vais peut-être répondre à une question très générale au niveau de l'enregistrement dans Vaccinet. Ce n'est pas uniquement donc nécessaire pour des raisons d'effets secondaires et de suite, etc., mais aussi pour des raisons très pragmatiques pour le patient, c'est-à-dire recevoir son certificat COVID vaccinal. Alors, pour ceci, la question était si le patient a une nationalité belge et s'il a reçu, mais réside au Congo et s'il a reçu sa première ou sa deuxième dose au Congo, eh bien, vous pouvez l'enregistrer en Vaccinet, mais toutes les administrations faites en dehors du territoire européen et bientôt aussi des États-Unis, enfin il y aura d'autres pays qui s'ajouteront, ne seront pas repris dans le certificat COVID. Les vaccins qui n'ont pas été reconnus par la Belgique non plus d'ailleurs, hein, donc ne figureront pas sur le certificat. Donc il est quand même important de savoir ce petit détail.
Alors, Pierre-Louis, au niveau de l'enregistrement des autres vaccinations faites dans d'autres pays, est-il prévu de transmettre la preuve de vaccination, la pièce de justification? Alors non, à ce niveau-là, au niveau des vaccinations faites à l'étranger, on vous fait confiance. Donc en fait, il y a toute une série de choses sur lesquelles on vous fait confiance à ce niveau-là. Ça peut parfois paraître l'inverse parce qu'on demande parfois beaucoup de contrôle, on met parfois beaucoup de limites, mais c'est plus des limites qui sont aussi pour vous protéger, pour ne pas que vous deviez endosser des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les vôtres. Mais donc ici, non, on vous fait confiance, on estime que c'est votre rôle en tant que médecin et qu'on s'en remet à votre jugement. Merci. De toute Alors, façon, en règle générale, moi, je ne vais jamais chercher à vérifier si tout est bien fait, parce que si quelque chose est mal fait, on finit toujours par savoir que ça a été mal fait, on finit toujours par avoir l'information. Donc ça, on n'a même pas besoin de vérifier. On a déjà eu des fraudes, on a déjà eu des erreurs, ça nous revient toujours. Ça, il y a tellement les données, le patient vérifie tellement les données à ce niveau-là que le patient finit toujours par nous revenir en cas d'erreur et parfois, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi pour dire que nous, on ne va pas jouer la police. S'il y a des erreurs, ça reviendra de toute façon. merci. Je vois aussi une question à propos d'une vaccination non encodée ou donc non reprise, je suppose, en Vaccinet. Bon, s'il y a des problèmes, que ce soit par une équipe mobile ou un centre de vaccination ou autre, ça n'a aucune importance. Il faudra le reporter et un ticket sera créé pour que on puisse adapter d'éventuelles fautes ou omissions. Je vois d'ailleurs la question sur les équipes mobiles. Les équipes mobiles encodent les vaccinations. Oui, tout à Donc fait. ça, il y a un système où elles les encodent. Donc normalement, quand c'est nos équipes mobiles ou nos centres qui s'occupent de la vaccination, il y a un encodage qui est prévu. Oui, et donc je réponds positivement à la demande. Les vaccins réalisés à l'étranger, hein, donc en dehors du territoire européen, au Maroc par exemple, que vous avez encodés n'apparaissent pas dans le certificat. Tout à fait. Alors je vois la question aussi, donc avant de vacciner un patient, faut-il désinfecter la peau ou pas? Donc ce n'est pas obligatoire de désinfecter la peau. Vous pouvez le faire, traditionnellement on a tendance à le faire, mais en fait le risque infectieux lié à ce geste est extrêmement limité, donc ce n'est plus reconnu comme obligatoire depuis 1 ou 2 ans, il me semble. Eh bien, apparemment, ton explication, ton exposé était très clair, Pierre-Louis. Il y a très peu de questions. Je suppose aussi que la plupart des médecins ont déjà quand même une expérience avec l'enregistrement et vous avez, avec l'exposé, vous avez quand même pas mal de réponses aux quelques questions qui auraient pu rester. Je rappelle juste une dernière chose parce que, pour être sûr que c'est bien compris au niveau de la commande, donc on demande de transmettre une liste des patients, mais aussi que vous veniez avec une prescription groupée, donc qui va en fait reprendre quoi? Le type de vaccin, le nombre de doses, votre identification en tant que médecin, donc nom, prénom, numéro INAMI, adresse de pratique ou adresse de contact en tout cas et votre signature, ainsi que la date de la prescription. Donc ça, pourquoi cette prescription groupée? C'est parce qu'en fait, on doit pouvoir réconcilier une prescription avec les noms des patients. C'est légalement ce qui est nécessaire au niveau de la prescription groupée. Une autre possibilité, ce serait par exemple de faire des prescriptions nominatives pour chaque patient, mais on se dit qu'on préfère passer sur quelque chose de beaucoup plus rapide, donc un listing et une prescription groupée, ça va plus vite que de faire une prescription par patient. Donc voilà, on essaye de simplifier un petit peu la paperasse quand même. Ok, je vais peut-être poser la question. Kurt, ik dacht dat wat jij daarnet zei, dat de registratie in Doctena, dat ook diende als voorschrift, of is het Ja, ook nog eens fysiek mee te brengen? normaal is dat voldoende. Als we onderaan zetten van de INAMI-code of het RISIF-code en de naam van de arts, naam en voornaam, dat is voldoende dan voor het vak en dient als dan een bewijs van voorschrift. Ja, Pierre-Louis, dat is veranderd in de
periode dat jij op vakantie was. Dus sorry daarvoor, dat kon je niet weten. Ik zie geen andere. Alors, si un patient ne vient pas le jour de la vaccination, est-ce que c'est un vaccin de perdu? Ben, il y a deux solutions. Soit vous cherchez un autre patient. Vous avez peut-être un patient que vous pourrez appeler en urgence. Soit ce sera un vaccin de perdu. Donc, on compte sur vous, évidemment, d'essayer de perdre le moins de vaccins possible. On fait des efforts parfois vraiment surhumains aussi dans les centres de vaccination. Donc, je vais demander, mais bon, on assume de toute façon, il n'y a rien à faire. Si quelqu'un ne vient pas, on n'a pas toujours les solutions toutes faites. Oui, donc au niveau donc, de l'enregistrement Vaccinet et le certificat Covid, une communication a été envoyée par votre fédération tout dernièrement. On peut répéter cela, mais donc en effet, vous pouvez enregistrer en Vaccinet les vaccinations faites, mais ça ne veut pas dire que le certificat Covid reconnaît ces vaccinations. Juste pour précision, si le vaccin est bien reconnu par l'EMA, il est pris en compte même s'il est fait à l'étranger. C'est Non, juste une petite... Il me semble que si. Non, ça a été changé, non. Enfin, c'est pas le Encore cas. changé? Oui, c'est le territoire européen. Oui. Ah, EMA, il paraît. Oui, il y a d'autres pays qui vont être ajoutés à la liste. C'est ça, Cécile, ce que tu veux dire. Oui, voilà. Donc, il y a d'autres. Donc, la liste des pays qui s'ajoutent va être plus exhaustive. Mais ce n'est pas tous les pays. Donc, Hong Kong et Singapour, apparemment, ça marche. Mais pour des vaccins reconnus par l'EMA, oui. OK. D'autres questions? Alors, les enfants de 12 ans, oui, donc depuis quelques jours, les enfants de 12 ans sont admis à la vaccination, mais là, uniquement le vaccin Pfizer peut être utilisé. Donc, pour les personnes en dessous de 18 ans, uniquement Pfizer est recommandé et le Johnson & Johnson ou AstraZeneca peuvent être administrés aux personnes plus de 18 ans, mais de 18 à 40 ans, il faut les informer et si besoin, mais donc informer oralement peut suffire, mais des risques qu'ils prennent, des risques mineurs évidemment, mais bon, quand même des risques qu'ils prennent. Alors, les équipes mobiles peuvent administrer du Pfizer. Oui, il n'y a pas de... Mais nous faisons, dépendant de l'équipe mobile, par exemple, nous sommes en train de vacciner aujourd'hui avec 3 équipes mobiles différentes des bus à Bruxelles et qui administrent du GNG. Pour les équipes mobiles qui vont donc administrer en maison de repos ou ou à domicile, les 2 sont possibles. Par exemple, pour une 2e dose, ça doit être possible également. Alors, Monsieur Vervac, avoir le choix, ou Docteur Vervac, avoir le choix entre les 2 vaccins. Donc
la vaccination est donc admise aux enfants de 12 ans et plus, mais donc de 12 ans à 18 ans, et là on parle vraiment pas de l'année de naissance, mais de l'âge effectif, on ne peut vacciner qu'avec du Pfizer. Alors, la demande de code peut être adressée, je pense, à Cécile Avril, à la FMGB même. Parfait. Merci beaucoup, Cécile. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. Vous avez l'adresse donc dans le dernier slide que Pierre-Louis vous a montré. N'hésitez pas à remonter aussi des expériences. Nous ne savons pas ce qui se passe dans vos cabinets, mais nous sommes très curieux de connaître vos expériences positives, négatives aussi, évidemment. Je vous souhaite un succès énorme avec ceci. Partagez, si vous pouvez, avec vos confrères, consoeurs, ce principe, éventuellement le lien, les documents utiles, etc. Je pense qu'ensemble et avec cette campagne donc agrandie, on peut vraiment réussir à vacciner toutes les personnes, à ne laisser personne dans le froid. Et voilà, je vous remercie pour vos questions qui ont été très intéressantes. Je remercie aussi de la part de toute l'équipe les participants à ce webinaire et les présentateurs de ce webinaire. Et je vous souhaite, en ik wens aan iedereen, ja, er zijn toch nog wat Nederlandstaligen erbij, zie ik, een super prettige dag. Ik ga mijn best doen om de PowerPoint ook in het Nederlands te vertalen en de verschillende documenten die eraan toegevoegd zijn ook in het Nederlands eraan toevoegen, zodanig dat we toch een tweetalige communicatie daarin kunnen doen. En indien we niet voldoende de twee talen aan bod hebben laten komen, verontschuldig ik mij daar alvast voor. Maar ik zag dat er eigenlijk hoofdzakelijk Franstalige vragen waren, behalve één van Hisham. Dus hebben we hoofdzakelijk Frans gesproken, vrees ik. Maar we gaan ervoor zorgen dat de communicatie zeker in de twee talen gebeurt. Alvast bedankt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.